pas le lundi. Une dame pipi de la gare Montparnasse licenciée pour avoir gardé 1 euro de pourboire. Elle est complètement folle, cette histoire. C'est fou, ça, Gilles. C'est incroyable, c'est de la folie. Bah oui. Alors, il faut savoir que c'est une entreprise néerlandaise qui gère les toilettes publiques payantes. Bon, cette dame-là... Ils sont bien cons. Voilà, et ben ils sont d'autant plus cons qu'apparemment, selon leur loi, on n'a pas le droit de garder un pourboire qui fait partie des revenus globaux. Voilà. Donc, elle a gardé 1 euro, cette dame. Ça fait des années qu'elle est là. Elle ne demande rien. 6 ans. Elle, voilà, 6 ans. Elle prend son euro. Ça fait des années qu'elle est là. Elle demande rien. On dirait que vous parlez de Daniel Moreau. Pourtant, mais c'est vrai, voilà. Et elle est licenciée pour vol. Ouais, je sais. Vol. Alors, il y a déjà eu d'autres licenciements pour 20 minutes de retard. L'entreprise néerlandaise est impitoyable. Mais un peu d'humanité, quoi. Elle n'a rien fait, cette dame. Elle a gardé un pourboire. Donc, elle est désespérée. Tout le monde espère que l'entreprise va revenir sur cette procédure inique. Mais ce n'est pas sûr. Pour le moment, elle est licenciée. Même nos toilettes, c'est plus C'est incroyable. Même nos toilettes, c'est plus à nous. Tu te rends compte ? Dans une gare en France, les toilettes, c'est même plus à nous. C'est une société néerlandaise. La néerlandaise, il n'y a que Dave qui a doit aller pisser. C'est incroyable. Mais je te le dis, mais je te dis, tu sors ta tulipe, on te la coupe. Merci. Et déjà, c'est dingue qu'une société étrangère exploite des chiottes françaises. C'est ce qu'il vient de dire. Et moi, écoute ce qu'on dit un peu là. Non, mais sans rigoler, mais t'es une vue de nullité. Mais non, mais c'est pas possible, sans rigoler. On parlera de Kenji Girac et de la femme de Kenji Girac qui est sortie du silence dans un instant. Pour le moment, Michel, une adolescente de 16 ans, violée sous des caméras de surveillance. Le suspect de 33 ans remis en liberté. C'est quoi cette affaire encore ? C'est encore une histoire de fou. Ouais. Ça s'est passé dimanche soir à Perpignan. 4 jeunes filles de 16 ans, des copines de lycée, font ce qu'on appelle une soirée pyjama. Elles se retrouvent au domicile des parents d'une d'elles qui était absente ce soir-là. Et elles font une petite fête entre elles. Elles consomment un peu d'alcool, elles inhalent un peu de poppers. On a une adolescente de 16 ans qui, à un moment, vers 23h, se sent pas bien. Elle a besoin de prendre l'air, donc elle descend, elle sort un petit peu dans la rue. Et là, elle est abordée par un homme plus âgé qu'elle. On saura par la suite qu'il a 33 ans. Il l'aborde dans un premier temps, il l'agresse, puis finalement il la viole avant de prendre la fuite. La pauvre gamine remonte chez ses copines, en larmes évidemment, raconte ce qui s'est passé, appelle la police et coup de chance, il y a de la vidéosurveillance et la scène a été filmée par les caméras de la ville. Le type était connu, il a été immédiatement identifié, ils l'ont interpellé. Le lendemain, à 14h30, ils l'ont placé en garde à vue. Je ne sais pas s'il a reconnu les faits, mais en tout cas, comme on l'a en direct live, si je puis me permettre l'expression, il a été donc mis en examen pour viol et agression. Il était alcoolisé, je précise, au moment de son interpellation. Et alors là où les choses se compliquent, c'est qu'il va être déféré devant le parquet, enfin le procureur de la République de Perpignan, qui réclame, non seulement, enfin il est mis en examen, mais le procureur de la République réclame qu'il soit incarcéré. Et vous savez que la procédure veut qu'il y ait un JLD, le juge de la liberté et de la détention, qui tranche sur ce point. Et finalement, le JLD, en l'occurrence, a considéré qu'il pouvait retourner dehors et qu'il n'était pas utile de l'incarcérer. N'importe quoi. Incroyable. La Russie libère un cannibale pour l'envoyer au front en Ukraine. Gilles, c'est un truc de fou, ça, encore aussi. C'est un cannibale. Alors, il avait pris le cœur de quelqu'un, il l'a fait frire avec des légumes et il l'a mangé, le cannibale. Ah oui, c'est un cannibale très dangereux. Il l'a filmé. J'espère qu'il fera jamais Top Chef, ce connard. Il l'a filmé, il l'a mis sur les réseaux. C'est bon, oui. Et donc, il vient d'être libéré avec un autre criminel. On a appris ça là, mais il a été libéré en octobre parce que la Russie cherche de la chair à canon pour monter au front. Et en échange d'aller au front tous les deux, parce qu'il a un collègue criminel qui lui a tué 2 femmes. Oui. Et bien ces deux-là, ils vont au front et si jamais ils reviennent vivants du front, ils seront libérés. Ah, mais c'est fou. C'est incroyable. Alors le cannibale a été blessé déjà, il a reçu un éclat de grenade. Pour le moment, il est blessé, il est hospitalisé. Mais c'est incroyable, quoi. Cet homme est ultra dangereux. C'est fou. C'est des dingues. Pierre Ménès répond aux rumeurs qui annonçaient sa fausse mort. Pierre Ménès, puisque sur X, on a annoncé la mort de Pierre Ménès. Il est bien vivant, notre Pierre, et d'ailleurs, je l'embrasse fort. Oui, on l'embrasse. Alors, il a été opéré d'une hernie abdominale, je crois, qui s'est déclenchée. Il avait des douleurs terribles au ventre la semaine dernière, au moment des matchs européens. Il a été hospitalisé en urgence. Ça fait plusieurs fois qu'il subit de lourdes interventions. Il avait eu le Covid, il avait eu de lourdes pathologies. Et puis, donc,
sur les réseaux, des gens ont tweeté, on le voit derrière vous, sur sa mort en 2024. Et donc, avec humour, il a expliqué... Il a mis une photo, retour à la maison, merci pour votre soutien. Et comme vous pouvez le constater, je suis toujours vivant. Voilà. Exactement. Donc ouais, ça, c'est fou, ça, quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. À chaque fois, imaginez pour sa famille, enfin, c'est incroyable. Heureusement, il va mieux. On va parler de l'affaire Mathis aussi. Message haineux contre le papa, encore. Qu'est-ce qui s'est passé encore sur ces messages? C'est une affaire qui continue à faire du bruit depuis que le père, Christophe Marchais, le papa de Mathis, a lancé un appel au calme et a demandé surtout pas de récupération politique. Il se fait agonir de messages de haine sur ses comptes. Il reçoit des messages dans le genre « Votre fils s'est fait assassiner et vous demandez qu'on publie des loutres ». Il fait allusion à des loutres lors de la marche blanche. Les proches de Mathis portaient un t-shirt avec une loutre parce que c'était son surnom. Voilà. Donc honte à vous. C'est-à-dire que cet homme a perdu son fils dans des conditions qu'on connaît, qui sont épouvantables, et il y a des imbéciles qui se permettent de lui dire « honte à vous ». C'est incompréhensible en réalité. L'acharnement que mettent ces gens sur les réseaux sociaux à essayer de détruire encore un petit peu plus cet homme qui souffre et continuera sans doute à souffrir très longtemps. On va parler de l'affaire Nahel, puisque dans le gros dossier, je voulais aussi vous parler de la reconstitution de la mort de Nahel, organisée ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conclusions? Alors, les conclusions, c'est 25. On a réglé 25 secondes. C'est le temps entre le moment où les policiers mettent pied à terre après la course-poursuite et le moment du coup de feu. 25 secondes. Et il a fallu 14h30 de reconstitution pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces 25 secondes. Les faits remontent au 27 juin 2023. Ce jour-là, 2 motards de la préfecture de police repèrent une voiture jaune, une Mercedes très puissante, qui roule n'importe comment, qui prend les couloirs de bus, qui grille les feux, qui manque de renverser un piéton, puis un cycliste. Et ils sont à la sirène derrière eux, enfin derrière la voiture jaune. Ils n'arrivent pas à coincer l'automobiliste. Et à un moment donné, on est place Nelson Mandela à Nanterre. La circulation fait que le véhicule est bloqué. Donc les policiers mettent pied à terre et 25 secondes plus tard, donc, il y aura un coup de feu. Ils mettent pied à terre, ils s'approchent de la voiture, ils tentent d'extraire le conducteur qui refuse d'obtempérer, ça on l'a vu, mais également de se soumettre au contrôle de police. Et il est braqué, les 2 policiers le braquent avec leurs armes. Il y a une adrénaline, évidemment, qu'on peut imaginer. À ce moment-là, la circulation se débloque et on a cette voiture qui redémarre et le coup de feu part à ce moment-là, blessant mortellement le conducteur qui se prénommait Nahel, qui avait donc 17 ans le jour où il est mort. Le policier a été mis en examen parce qu'il s'agissait, pour la justice, d'un homicide volontaire. Et son coéquipier, son collègue coéquipier, a été, lui, placé comme témoin assisté pour complicité de meurtre. En fait, le problème, c'est qu'au tout départ, ils ont raconté des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes, notamment qu'ils étaient en état de légitime défense parce qu'ils étaient face à la voiture et qu'ils risquaient de se faire écraser par la voiture. Bon, et il y a des vidéos qui, très rapidement, vont infirmer cette explication. En réalité, ils sont sur le côté. Et le vrai danger, en réalité, c'est qu'un policier qui est à moitié engagé par la vitre dans le véhicule, et il y a un mur juste derrière, et le policier finira, celui qui tire, qui s'appelle Florian, qui a 38 ans, qui est brigadier, tire au moment où la voiture redémarre, en disant je voulais pas qu'il provoque un accident, donc j'ai tiré pour le stopper, mais je visais en bas, et c'est quand la voiture a démarré que la main est remontée et du coup a fait ce que l'on sait. Donc voilà, il y a eu une reconstitution qui a duré 14h30 dans la plus stricte intimité, si je puis dire, judiciaire. Les lieux étaient surprotégés, il y avait des policiers sur les toits, des tireurs d'élite, des drones. Oui. Les avocats étaient en gilet pare-balles. Ah oui. Et les policiers mis en examen et témoins assistés étaient masqués, de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas, évidemment.
On va parler Elie Semoun qui porte plainte pour menace de mort suite à ses déclarations sur Sciences Po. Gilles Verdez. Hein. Absolument. Alors, il dénonce des menaces très graves. Alors, il avait qualifié de crétins incultes, c'est son expression, hein, les étudiants pro-palestiniens qui avaient participé au blocus de Sciences Po. Voilà. Il a dit après, je n'aurais peut-être pas dû, mais qu'il ait dû ou qu'il n'ait pas dû, et quels que soient ses propos, c'est impossible, ce flot de menaces terribles. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce sont des menaces antisémites, précises, très graves. C'est extrêmement violent. Alors, il reconnaît hein, que le 7 octobre est pour lui obsessionnel, etc. Mais les menaces sont inacceptables. Menaces très, très graves. Très, très graves. Exactement. C'est inacceptable. On embrasse Elie Semoun, en tout cas, voilà, qui vit des moments difficiles. Je sais que ça le touche énormément. On va parler de Hélène Ségara. Hélène Ségara, je veux tout voir tant que je peux. Bouleversant témoignage d'Hélène Ségara au sujet de sa maladie. Hein. Donc le problème, c'est que c'était donc dans 7 à 8, Exactement. le portrait. Et le problème d'Hélène Ségara, c'est que depuis des années, elle perd la vue. Là, elle a perdu un œil et que les médecins... Qu'est-ce que je l'aime, Hélène Ségara. Mais oui. Et les médecins n'arrivent pas à trouver la cause de cette maladie, ni même le nom de cette maladie, n'arrivent pas à la soigner. Alors là, elle a une sorte de palliatif qui va bloquer, mais en fait, c'est terrible pour elle parce que, évidemment, elle est diminuée, donc les gens la critiquent. Elle a expliqué qu'elle avait dû prendre de la cortisone à haute dose, que son visage était bouffi et que les gens donc l'ont critiqué, l'ont moqué sur les réseaux notamment. Et pour elle, ça a été très difficile. Donc c'est vrai qu'elle était extrêmement sincère. Et malgré ça, elle continue à chanter, elle continue à aller sur scène, elle continue à être jurée dans les émissions. On l'adore. On l'adore. Et c'est extrêmement difficile pour elle. Et je trouve que son courage, ça renforce l'admiration qu'on a pour elle. Avant de parler de la femme de Kenji qui est sortie du silence et de cette liste explosive de 10 gros noms du cinéma français liés à des affaires sexuelles, voilà, qui fait parler vraiment tout le monde. Juste, il y a plusieurs pays d'Asie qui confinent la population à cause du climat. Un truc de fou. Ouais. Le Bangladesh, la Birmanie, mais ils sont 5 degrés au-dessus des normales. Il y a des étudiants qui sont hospitalisés. Il y a eu des morts. C'est terrible. Alors, je ne savais pas, j'ai appris que donc l'Asie était le continent le plus frappé par le dérèglement climatique. Je ne savais pas. Et donc, du coup, comme il fait chaud là-bas, à ces températures-là, les gens tombent partout, quoi. Au Bangladesh, notamment, qui est un pays très pauvre. C'est terrible. Aux Philippines, en Birmanie, dans toutes les villes de Birmanie. Plusieurs villes à plus de 40 degrés. Oui, merci. Plus de 40 degrés, absolument. Merci.